Bonjour à tous et à toutes. On va pouvoir commencer la table ronde sur la sobriété énergétique des bâtiments résidentiels. Pour discuter de ce sujet, on accueille aujourd'hui donc d'abord Séverine Truxès qui est chef de projet à la DGEC, donc au ministère de la Transition écologique. Christophe Rodriguez, directeur de l'IFPEB, Victor Pianet, chef de projet senior chez l'OID, et Marine Cara, directrice innovation, il me semble, c'est bien ça, chez Action Logement. Le sujet de la sobriété, on l'a tous vu revenir sur le devant de la scène lors de l'automne-hiver 2022-2023 avec la crise énergétique dont on se souvient tous. À ce moment-là, donc, le gouvernement a lancé un plan de sobriété énergétique et dans ce cadre, le plan bâtiment durable donc, que je représente aujourd'hui a été missionné pour animer la filière des acteurs tertiaires et résidentiels et de les mobiliser pour amplifier et pérenniser les actions de sobriété dans ces secteurs. Je ne vais pas m'attarder plus sur cette introduction parce que Séverine va pouvoir revenir un petit peu sur ces éléments de contexte. Donc, à toi l'honneur. Bonjour. Donc, je vais faire un petit rappel sur le plan de sobriété énergétique et puis ce qui est quelque part à la genèse de nos travaux. Donc, en effet, c'est un plan qui avait été lancé à l'automne 2022 parce que globalement, entre d'une part le conflit en Ukraine et d'autre part les travaux sur le parc nucléaire, on avait côté Direction générale de l'énergie et du climat de très grosses inquiétudes quant à notre capacité à avoir assez de gaz et d'électricité pour l'hiver 2022-2023. Donc on a lancé ce plan de sobriété énergétique et on visait à identifier et à agir collectivement sur tout ce qui était gaspillage d'énergie. L'idée, ce n'était pas de changer notre façon de vivre, c'était juste de pouvoir voir ou d'identifier des points sur lesquels on consommait de l'énergie dont on ne profitait pas. Dans ce plan de sobriété qui a été conçu avec de nombreux partenaires, vraiment aussi bien côté État, côté collectivité, dans le logement, dans le tertiaire, dans les entreprises, vraiment d'une manière très large, l'idée étant que chacun puisse contribuer à identifier des pistes de réduction d'énergie, d'avoir des choses qui soient vraiment du coup cohérentes et adaptées. Et puis il y avait un objectif qui était de diminuer la consommation énergétique de 10% d'ici 2024. Ça nous a permis collectivement, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que ça nous a permis collectivement de passer cet hiver-là sans difficulté, sans risque de coupure, de délestage, qui était vraiment notre grosse crainte côté Direction générale énergie-climat. Et du coup, à la sortie de la crise, on s'est dit, ben voilà, on est capable collectivement d'agir par des petits gestes, mais qui, multipliés par le nombre que nous sommes à les faire, ont un réel impact. Et il ne faut pas perdre en fait tout ce qu'on a gagné. Parce que derrière, on a un autre challenge, c'est la neutralité carbone de la France. C'est des réductions de consommation de l'ordre de 40%, ce qui est gigantesque. Et là, globalement, le plan nous a permis de faire une première étape. Donc on a un vrai enjeu de pérenniser en fait les gestes clés. Bon, la déco a un peu sauté, mais peu importe. Pour vous montrer concrètement la consommation énergétique telle qu'elle était dans l'année 2018-2019, donc c'est la courbe en orange, et voir que collectivement, par les messages qu'on a su porter et par notre responsabilité, notre responsabilisation à tous, on a pu diminuer notre consommation énergétique de 12% la première année sur 2023-2024. Et à l'heure actuelle, on a diminué cette consommation de 12,8%, ce qui est considérable, ce qui n'a jamais été fait en temps de paix, et ce qui représente des consommations énormes. Ce qui montre aussi que quand on est capable d'expliquer et puis les gens de comprendre les enjeux, eh ben, on est tous impliqués pour la réussite de ces actions-là. Sachant qu'au-delà de ces actions, c'est aussi les diminutions des baisses des émissions de CO2, donc de gaz à effet de serre, qui sont considérables. Et donc on continue de manière hebdomadaire à vérifier notre consommation pour voir où on en est par rapport à cet objectif sur l'année qui est en train de se terminer, puisqu'on la termine fin juillet.
Ce qu'on avait à l'époque, c'était de regarder un peu où sont les gisements les plus importants en matière de réduction de consommation énergétique. Et ce qu'on avait vu, donc ça c'est des éléments qui datent de 2022, c'est que la plus grosse marge, le plus gros gisement était vraiment dans le secteur résidentiel. De par les baisses de température, de par l'installation de thermostats, etc. Et donc c'était là qu'il y avait un très très gros gisement qu'il fallait arriver à exploiter pour atteindre cet objectif. Alors, on s'entend exploiter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux types de sobriété. On parle bien sûr de la sobriété qui est choisie, mais on n'oublie pas pour autant qu'il y a certains de nos compatriotes qui ont des difficultés, notamment de la sobriété subie, qu'il faut qu'on arrive à traiter en parallèle. Je rappelle, et j'en profite parce que c'est toujours d'actualité, pour vous rappeler les gestes clés. C'était une petite brochure qui avait été éditée par l'ADEME avec 10 gestes clés pour réduire sa consommation énergétique dans son logement. Je vous ai mis le QR code, comme ça vous pouvez flasher et accéder directement à l'information. Mais ça nous a également permis de faire des expérimentations, notamment sur la partie télétravail, parce qu'il y avait un gros débat à l'époque de savoir est-ce que le télétravail c'était vraiment intéressant ou pas en matière de consommation énergétique. Et souvent, c'était vu par le prisme côté employeur et côté bâtiment tertiaire. Et donc, ça nous a permis également de faire une étude, notamment avec l'IFPEB et avec l'ADEME, pour voir ce qu'il en était sur l'effet rebond des consommations au sein des ménages, et dont on a vu que, malgré tout, le bilan global restait globalement assez positif, avec certaines nuances en fonction des cas. Mais en tout cas, je vous invite également à aller voir sur le site de l'ADEME cette étude-là, justement de savoir ce qu'on peut faire pour aller plus loin côté énergétique, y compris sur le télétravail, moyennant que bien sûr il soit discuté dans le cadre du dialogue social. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps et puis je passe la parole à Christophe Rodriguez. Oui, merci beaucoup Séverine. Justement sur la base de ces premiers éléments sur ce plan de sobriété énergétique, le PVD, mais aussi accompagné par l'ADEME, par l'IFPEB et l'OID qui vont intervenir, et par les acteurs du secteur résidentiel, dont notamment Action Logement, on a voulu tirer des enseignements des actions qui ont pu être mises en œuvre, savoir comment elles ont été mises en œuvre, quels étaient les freins, les leviers, l'objectif étant d'en tirer les leçons pour aller plus loin et pour les ancrer dans le temps, pour passer d'une sobriété de crise à une sobriété durable, structurelle. Et donc je vais laisser Christophe et Victor présenter quelques éléments de ce rapport. Merci beaucoup Séverine et merci Margot. Donc effectivement, on a mené ce travail sur... Ouais, je rapproche un petit peu, sur presque un an, en collaboration avec l'OID, avec les équipes du plan bâtiment durable de l'ADEME et un nombre assez important d'acteurs privés et publics volontaires en fait, qui se sont prêtés au jeu. Et pourquoi est-ce qu'on a mené ce retour d'expérience? Je vais passer quelques slides de contexte qui ont déjà été fort bien présentés par Séverine, parce qu'il faut avoir à l'esprit que le secteur du bâtiment, c'est presque la moitié des consommations du pays. Et que quand on regarde dans le rétroviseur depuis 1990, on a quand même du mal à se raconter que les consommations baissent. C'est même assez difficile. D'ailleurs, quand on zoome, on se rend compte qu'elles ont plutôt tendance à augmenter sur le tertiaire. On arrive à peine à les stabiliser sur le résidentiel. Mais aidé par le destin, on a quand même une tendance un peu baissière ces dernières années. Donc, on vit un momentum qui est extrêmement important. Donc, il nous a semblé essentiel d'essayer de comprendre ce qui se passe pour vraiment distinguer le conjoncturel du structurel. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a pris le temps de se poser et de se dire que s'est-il passé à l'hiver 22-23 ? Même si je crois qu'on a à peu près compris. Et donc on a fait ce travail de fond qui a donné lieu à un rapport, encore un QR code, qui aurait cru que les QR codes allaient percer. Et on a essayé en fait dans un rapport qui a été salué par pas mal d'acteurs, donc je vous laisserai en être les seuls juges. On a essayé de façon extrêmement concrète et dépassionnée de comprendre ce qui s'était passé. Alors évidemment sur le sujet du résidentiel, c'était dit, il y a le sujet épineux de distinguer la motivation à la sobriété, on va y revenir dans quelques instants, est-ce qu'elle est choisie, subie ? Qu'est-ce qui a donné envie de passer à l'action? Qu'est-ce qui a été fait? Et donc là, on a décrypté, vous verrez, il y a des passages dans le rapport très techniques, très opérationnels. On a essayé de comprendre les leviers, ceux qui ont bien marché, les freins pour mettre en œuvre ces leviers. Est-ce qu'ils étaient techniques? Est-ce que c'était une histoire de coût? Est-ce que c'était une histoire d'acceptabilité? Et puis finalement, de se projeter sur quel pourrait être le bouquet de leviers qui pourrait peut-être, s'ils sont aidés, s'ils sont mieux communiqués, devenir structurels dans la durée. Pour réaliser cette étude, on s'est appuyé sur deux grands piliers. Le premier, c'était une enquête qualitative
qui a été menée par Toluna Harris sur plus de 1000 personnes. Donc il y aura quelques éléments qu'on va vous partager aujourd'hui avec des statistiques. Si vous voulez découvrir des éléments plus importants, vous pouvez scanner le QR code pour ceux qui savent scanner les QR codes. Et ensuite, on a fait des entretiens qualitatifs où en fait, on est rentré dans le détail pour essayer de comprendre ce qui avait été mis en place, les freins, les leviers. Peut-être d'abord le décryptage de quelques grands enseignements du rapport, et puis après, tout à l'heure, Victor nous proposera de faire des zooms sur des points qu'on a trouvés très importants. Bon, la bonne nouvelle, c'est que globalement, les Français sont passés à l'action. Vous le savez, je ne vais pas vous assommer de chiffres clés, mais il y a un bon 80% des Français qui avaient la télé, qui ont donc entendu parler du plan de sobriété, ou qui avaient des factures et qui se sont rendus compte que ça coûtait un peu plus cher, et donc ils sont passés à l'action. Donc on est tenté de penser que le plan de communication extraordinaire qui a été déployé par l'État, en tout cas, a marqué en tout cas ce triptyque qui a été présenté tout à l'heure. Donc il y a eu de l'impact et les gens vraiment sont passés à l'action. Ça, c'est le point qui est extrêmement positif. Le deuxième point, c'est qu'on se rend compte que de façon très simple, la conscientisation de sa consommation, donc de façon simple, combien je consomme dans mon logement, est-ce que c'est normal, est-ce que je consomme plus que la moyenne, moins, a souvent été le départ du plan de bataille. Donc en fait, c'est le point zéro, c'est-à-dire est-ce que je sais vraiment combien je consomme. D'ailleurs, dans la salle, est-ce que vous savez combien vous consommez en kilowattheure par mètre carré? Est-ce que vous savez si vous consommez plus ou moins que la moyenne nationale? Bon, moi je le sais, mais il y a un petit biais. Mais souvent, c'est le point de départ. Et là, on se dit, est-ce que c'est normal que je consomme quand je ne suis pas là, etc. etc. Deuxième clin d'œil, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a le patron d'RTE qui passait à la télé pour nous expliquer quand est-ce qu'il fallait faire cuire nos plats le soir. À nouveau, ça n'a pas échappé aux Français. On a eu le dispositif EcoWatch, je ne sais pas si vous vous en rappelez, la météo qui passait même à la télé. On avait la météo de, attention, il y a des heures dans la journée où ce serait bien si on arrivait à diminuer la puissance électrique. Donc on a fait un bond en avant très important pour l'avenir de notre futur énergétique, pour le futur énergétique de la France. Il faudra qu'un jour on apprenne à mieux maîtriser l'appel de puissance électrique. Et donc ça, c'est des progrès très notables qu'on souhaitait partager avec vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point positif, finalement, il y a eu beaucoup d'acceptabilité. Quand on analyse les différents sondages qu'on a pu mener, on s'est rendu compte qu'il y a une légère perte de confort, évidemment, quand on se chauffe moins, mais de manière générale, il y a eu un ressenti d'une acceptabilité par la plupart des Français ou des gens qu'on a fait témoigner. Un point pour se projeter sur l'avenir, on se rend compte que les Français sont quand même en demande de poursuite de la pédagogie, donc ils appellent de leur vœu finalement une poursuite d'un accompagnement, on verra si c'est le cas. Et aussi, ils sont en recherche d'ordre de grandeur, c'est beaucoup revenu dans les questionnaires. Qu'est-ce qui impacte le plus? Voilà, j'ai 3, 4, 5, 6 actions en tête. Quelles sont celles qui vont être facteur 5, facteur 6? Donc ça pourrait être des éléments qui nourriront la suite des actions de sobriété. Quand on prend du recul et si on se pose la question pourquoi ont-ils agi, je crois que ça va surprendre personne de se dire qu'il y a quand même eu un effet signal prix qui a été très conséquent. Malgré le bouclier tarifaire, on se rend compte qu'il y a une majorité de Français, 80-90%, qui dans le top 3 des motivations vont révéler le côté ça coûtait très cher, donc il fallait absolument passer à l'action. On retrouve aussi Sauver la planète qui se positionne bien dans le top 3, mais il faut avoir à l'esprit que c'est quand même le signal prix qui a été l'un des facteurs clés de passage à l'action. Ça, c'est important de le partager aussi. Voilà pour les premiers enseignements généraux. Et Victor, je te laisse peut-être approfondir quelques focus. Oui, merci Christophe. Alors, évidemment, dans le rapport, comme Christophe l'a détaillé, on détaille beaucoup d'aspects techniques de la sobriété, mais moi, ce dont je veux parler maintenant, puisque on est aux assises du logement, c'est en particulier les aspects un peu plus sociaux et les aspects qui sont propres à la relation bailleur-preneur, par exemple, qu'on arrive à développer dans le rapport. Et quand on interroge les Français ou quand on interroge leurs propriétaires, on n'a pas forcément les mêmes sons de cloche. Et puis, ce qui remonte beaucoup, c'est que le lien bailleur-preneur est essentiel pour réussir à mener une politique d'économie d'énergie, et en particulier les relations qui sont dégradées, qui sont souvent dégradées entre bailleurs et preneurs, ou alors qui peuvent être tendues, se dégradent quand il est question d'économie d'énergie. Alors pourquoi? Eh bien, d'un côté, il y a d'une part des résidents peut-être une peur d'actions frauduleuses de la part de leurs bailleurs quand on leur demande de venir réduire la consommation d'énergie. Pourquoi? Qui va en bénéficier, etc. Il y a des vrais enjeux de confiance, de refus d'accès au logement, etc. Donc de la part des occupants, et puis de la part des bailleurs, il y a aussi l'impression que les occupants sont désengagés de ce genre de questions. Et donc il y a vraiment une question de confiance à rétablir. Et donc pour réussir à favoriser l'engagement des résidents, il est essentiel de réussir à incarner les politiques de sobriété
Donc à travers un plan organisé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste demander d'éteindre la lumière, baisser son chauffage, mais faire un effort de pédagogie pour que la sobriété, les efforts de baisse de consommation soient compris comme une stratégie globale et que ce soit une stratégie dans laquelle le résident est impliqué. Donc on doit à tout prix réussir à incarner la dynamique de sobriété à travers une équipe dédiée, à travers un référent sobriété et en faisant des actions collectives avec ces résidents pour les intégrer dans les processus de prise de décision. Donc c'est le premier point essentiel. Et puis après, on en a parlé évidemment, il y a des critères sociaux à prendre en compte quand on parle de sobriété. Alors les campagnes de pub à la télé, ça touche tout le monde, mais évidemment, tout le monde ne peut pas y répondre de la même manière. On en a parlé, la sobriété subie, la sobriété choisie, ce sont des choses très importantes. Donc je vais y revenir et je vais soulever quelques points qui sont détaillés plus dans le rapport. Donc dans un premier temps, les motivations d'action ne sont pas les mêmes pour les différents groupes de personnes. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que les plus jeunes ne connaissent pas tous les gestes et ne connaissent pas leur ordre de grandeur, plus que leurs aînés en tout cas. Donc il y a un effort de pédagogie à faire au niveau vers les plus jeunes. Et ensuite, les motivations intrinsèques. Chez les plus jeunes, c'est plutôt les motivations écologiques, alors que les motivations économiques se retrouvent chez les populations les plus âgées. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on parle de motivation, ça ne se comprend pas dans un vide, en fait. Ça se comprend aussi dans les moyens qui sont mis en place. C'est-à-dire que les plus jeunes ne sont souvent pas propriétaires de leur logement, ne sont souvent pas dans des établissements où ils peuvent maîtriser leur consommation. Et donc, eux, cet aspect prix le voient moins. Et donc, c'est aussi important à comprendre quand on cherche à motiver les gens. Il faut les motiver sur les actions, il faut les motiver sur ce sur quoi ils peuvent agir en réalité. Et puis, bien sûr, on en a parlé, mais la précarité énergétique, beaucoup de ménages sont en situation de précarité énergétique. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en moyenne, l'année dernière, les Français ont baissé de 0,6 degrés leur température de consigne. Par contre, si on s'intéresse uniquement aux ménages en situation de précarité, ils sont très nombreux, une plus grande majorité, à avoir baissé leur consommation, leur température de 3 degrés. 3 degrés chez les ménages les plus précaires, c'est-à-dire ceux qui sont souvent déjà dans des situations où ils vivent dans des passoires thermiques, etc. Ça pose évidemment des questions en termes de santé publique, mais aussi en termes de justice. Et il est essentiel de comprendre ces facteurs-là. On ne peut pas demander des efforts à des gens qui sont déjà dans des situations, de faire plus d'efforts à des gens qui les font déjà au quotidien. Et donc il est beaucoup plus pertinent d'aborder la sobriété énergétique sous d'autres angles, la rénovation, la mise en commun, les aides, etc. Et donc il faut cibler les capacités d'agir en fonction des revenus. Voilà, donc dans le rapport, on développe aussi quelques clés pour pérenniser. Donc on en a un peu parlé, mais je vais aller très vite. Ce qu'on recommande, c'est de sensibiliser sur les ordres de grandeur et en particulier sur la gestion du chauffage, qu'est-ce qui impacte le plus, et puis sur l'eau chaude sanitaire et la sobriété numérique, sur lesquelles beaucoup de gens ne sont pas encore très au courant. Il faut aussi outiller les ménages avec de la formation, de l'aide technique, et puis bien sûr de l'aide financière quand c'est possible. Et puis la flexibilité énergétique, comme on l'a vu, progresse, mais il faut encore accentuer les efforts. Et par ailleurs, il faut une stratégie qui soit définie et humaine, on l'a vu. On a pu lancer des chartes d'engagement pour les acteurs tertiaires. On est en travail pour définir le même type de charte d'engagement pour les acteurs résidentiels. On en reparlera plus tard. Et je vais laisser la parole à Action Logement. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui va largement corroborer ce que vous venez d'entendre. En fait, les bailleurs sociaux, depuis toujours, se sont intéressés à la question des charges pour leurs locataires, puisque c'est un sujet de pouvoir d'achat. Et ayant un public un peu plus fragile ou plus vulnérable sur ces questions économiques, il y a toujours eu des observatoires de charges ou une attention particulière donnée à cette question. Et Action Logement s'est engagé avec le CREDOC, qui est un institut d'études, sur l'observation de ces phénomènes et notamment de cette crise énergétique et des conséquences que ça pouvait avoir sur nos locataires. Donc on a documenté ce sujet et ça corrobore complètement ce qui vient d'être dit, à savoir que les Français ont dû vraiment réduire leur charge énergétique, en tout cas on fait des efforts parce que le coût était très important, il y a eu des augmentations de difficultés de paiement des charges énergétiques et vous avez le graphique qui s'affiche, il y a à peu près un Français sur 10 qui a eu des difficultés à payer son électricité.
C'est un peu moins le cas pour le gaz, 4 à 7%. Et pour l'eau, parce que cette année, on a aussi documenté le sujet de l'eau, qui était passé un peu sous les radars, mais c'est un peu plus éloigné de la table ronde, mais j'en parle quand même. C'est 6 à 8% des Français qui ont eu du mal à payer tout ou partie de leurs charges sur ces sujets-là. Donc ça, c'était pour vous donner quelques ordres de grandeur, mais qui correspondent complètement à ce qui vient d'être dit. Et sur le fait de se dire comment ils ont réagi par rapport à ces augmentations, ces coûts d'énergie et ces augmentations de charges, effectivement, on a mesuré, sans surprise, mais là, on l'a documenté grâce au CREDOC, des limitations de consommation d'énergie. Et c'est quand même très important, parce que la grande majorité des Français a limité sa consommation d'énergie. Pour l'électricité, c'est 59%, donc c'est vraiment majeur. Et puis pour les plus de 70 ans, on atteint jusqu'à 66%. Donc il y a un écart, plus on est senior et plus on est économe sur sa consommation d'énergie, ce qui est quand même très intéressant. C'est la même chose sur le chauffage. 63% des Français interrogés ont vraiment limité leur consommation et leur chauffage, donc en réduisant la température, ce qui vous a été dit. Et ça va jusqu'à 72% pour les plus de 70 ans, ce qui effectivement pose des questions de confort, de justice. Et voilà, on imagine bien la qualité de vie ou le manque de confort qui a pu être cet hiver. On a documenté la question de l'eau, qui encore une fois passe un peu plus sous le radar. Et bien là, c'est 46% des Français qui ont réduit la consommation d'eau, notamment 58% pour les plus de 70 ans. Alors là, on ne sait pas si c'est l'impact de la communication sur l'eau chaude sanitaire, donc qui a fait que les personnes ont réduit leur consommation d'eau chaude, ou alors si c'est vraiment limiter la consommation d'eau pour des questions de tarifs. Bon, ces ordres de grandeur, ils ne sont pas très spectaculaires. Ça nous apprend deux choses. Cette consommation limitée, donc cette frugalité choisie, ou alors ça dépend comment on le présente, ou cette sobriété subie. Enfin, en tout cas, un choix, mais pour éviter des surcoûts. Et puis, un sujet aussi d'âge qui est très net. Parce que vous le voyez sur le graphique, finalement, plus on est senior et plus on réduit sa consommation, plus on a un comportement vertueux. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre de nos seniors et de la transmission peut-être, ou des modes de communication différents. En tout cas, c'était ce que je voulais souligner, et c'est l'objet d'ailleurs d'une publication du sociologue Serge Guérin qui explique que les seniors travaillent sur le développement durable. En tout cas, ils y sont très sensibles également. Pour ce sujet, en fait, une fois qu'on l'a documenté, Action Logement s'est engagé très fortement sur le sujet du développement durable dans le cadre d'une stratégie RSE qui est déployée dans l'ensemble de ses filiales en métropole comme en Outre-mer, parce qu'on est sur les territoires ultramarins également. Donc ça s'est traduit par cette stratégie avec toujours deux idées, l'impact sur la planète, l'impact sur l'environnement, mais l'impact sur la qualité de vie de nos locataires. Et c'est toujours ce prisme-là qui conduit nos stratégies et qui guide nos plans d'action. Et cette stratégie RSE, elle s'est traduite par un plan d'action sur 8 axes, 20 engagements, avec deux objectifs. Un premier objectif qui est de réduire la consommation de 10%. Alors on l'a sur 2 ans, on vient de l'entendre, on s'est tout simplement aligné avec les objectifs d'État. Et également de réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec un premier palier de moins 55% d'ici 2030. Et notre palier final, c'est 0 émission nette en 2040. Donc une ambition très forte, puisqu'on est 10 ans avant la stratégie nationale bas carbone, 0 émission nette en 2050. Donc cette ambition-là, elle s'est traduite par ce plan d'action qu'on a présenté largement devant nos partenaires. Vous le voyez à l'écran, c'était en 2022, fin d'année 2022, donc à l'époque de la crise énergétique, ça avait une résonance très particulière. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le plan d'économie d'énergie et de décarbonation, parce qu'il y a les deux sujets, la sobriété énergétique et la réduction de gaz à effet de serre, donc pour cet objectif planétaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce plan d'énergie, de décarbonation, je vous en fais grâce. Je vais vous le raconter un peu différemment, parce que c'est peut-être l'heure de raconter les choses plus que d'avoir des chiffres clés. Donc en fait, ça s'est traduit tout simplement sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, de la question du foncier. Quand on veut construire, on est sobre en matière de foncier, donc on est plutôt sur de la reconstruction de la ville sur la ville, du recyclage urbain, et ça donne par exemple la transformation d'actifs, de bureaux en logements. On a créé une foncière dédiée. Donc on est sobre sur la consommation de foncier pour ne pas artificialiser trop, parce que c'est notre métier quand même de construire, mais en étant le plus sobre possible et en même temps en préservant les sols et le vivant. Le deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'on construit, on a choisi à la fois des matériaux décarbonés, des matériaux stockeurs de carbone, des modes constructifs qui sont les plus vertueux possibles. Donc sur ce sujet de la construction,
Il y aurait plein d'histoires à vous raconter, mais le temps passe vite. On a vraiment travaillé sur l'ensemble des solutions possibles pour décarboner et en même temps pour être le plus performant énergétiquement, avec des bâtiments évidemment passifs, BBC, tous les labels que vous connaissez, et qu'on a travaillé en étant en avance de phase et en étant extrêmement innovant sur le sujet, en utilisant tous ces leviers. Une fois qu'on a construit, il y a le sujet du choix du mix énergétique, donc, qui est particulièrement important. Donc un mix énergétique décarboné le plus possible, mais en faisant attention au pouvoir d'achat de nos locataires. Donc on a travaillé sur un bouquet de solutions, notamment les réseaux de chaleur urbains décarbonés, quand c'est possible, parce que c'est pas possible partout, autrement ça serait trop coûteux, ou la géothermie, le photovoltaïque. Alors, vous le savez, ça dépend des régions, ça dépend des opportunités, mais on a vraiment travaillé sur ce sujet-là, puisque pour nous, la question de l'exploitation du parc, donc la consommation d'énergie tout le long de la vie du bâtiment, c'est ça qui pèse le plus dans le bilan carbone et qui, par ailleurs, est de plus en plus difficile pour les locataires, puisqu'on sait que le coût de l'énergie, sauf avis contraire, ne va pas diminuer. Donc on est très attentif à ça. Une fois que le bâtiment est construit, et nous on a un parc existant d'1,1 million de logements, c'est la question des réhabilitations. Donc ces réhabilitations, c'est lourd. On a décidé d'éradiquer les passoires énergétiques et d'être vraiment en avance de phase sur les rénovations énergétiques en visant une étiquette BBC, en étant également très vigilant sur l'outre-mer pour des techniques les plus décarbonées possibles. Et puis, il y a la fin de vie du bâtiment, donc ces phases de déconstruction, les sujets aussi d'usage, de comment on travaille sur la sobriété. Et c'est ma slide suivante, où je voulais vraiment faire un focus sur la question de sobriété, parce qu'il y a 3 sujets. Alors, un terme technique dont on a un peu parlé, qui est la question des nouvelles pratiques de consommation. Alors, en fait, c'était la question de l'effacement, comment on réduit ces pics de consommation. C'est là où on nous disait, décalez votre machine à laver ou décalez votre four, parce que finalement, ce moment-là, ça crée un pic qui est difficile à gérer pour le réseau. Donc, c'est toutes ces nouvelles pratiques qu'on a travaillées, et on est signataire de la charte EcoWatt, Action Logement, avec l'ensemble de ses filiales. C'est le sujet aussi de la réduction, la maîtrise des consommations. Et ça passe par les équipements et aussi par les usages. Et puis c'est la question des éco-gestes dont on a largement parlé et qu'on a diffusé dans l'ensemble de nos filiales pour nos locataires. Alors peut-être juste rapidement vous montrer ce que tout ce plan a produit. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures, mais vous voyez qu'elles concernent tant le collectif que l'individuel, l'eau chaude sanitaire, la sensibilisation de nos locataires. Il faut savoir que toutes ces mesures qui vous ont été détaillées et qu'on a appliquées dans l'ensemble de nos filiales, toutes ces mesures mises bout à bout nous ont permis d'économiser 400 gigawattheures. Ce qui est pas évident, parce qu'à mesure d'homme, c'est pas simple d'identifier à quoi ça correspond. Donc je vous le convertis, c'est à peu près l'équivalent de la consommation de 85 000 foyers. Donc c'est l'équivalent d'une ville comme Vannes en Bretagne, et pour ceux qui connaissent pas forcément Vannes en Bretagne, l'équivalent d'une ville comme Drancy en Île-de-France. Donc on a permis, grâce à l'ensemble de ces mesures et à la mobilisation très forte de nos locataires et également de nos salariés, puisqu'on a fait la même chose, on s'est appliqué ce principe de sobriété sur notre parc résidentiel et sur notre parc tertiaire. Sur notre parc tertiaire, avec le concours Cube tertiaire, on est monté sur le podium en 2e place pour notre siège Grand Seine. Et puis on a expérimenté un concours de sobriété énergétique dans le résidentiel qui sera maintenant massifié et sur lequel on a été pionnier pour développer ce sujet-là. Donc voilà, ce résultat en chiffres, je trouve qu'il est assez illustratif parce qu'il montre que ce fruit d'un travail collectif, de cette diffusion, porte ses fruits. C'est difficile, mais on y arrive quand il y a cet effort pédagogique, ce travail sur les équipements et en même temps sur les usages, sur ces 2 leviers. Et puis, pour finir, je voulais juste vous partager la gouvernance, parce que tout ça ne se fait pas seul. Un plan qui n'est pas porté, il n'a pas de force. Donc il y a une gouvernance spécifique, et au-delà de la direction générale et de la gouvernance paritaire qui s'est vraiment engagée, qui a porté ce sujet-là, ça s'est décliné avec une cellule sobriété qui se réunit tous les 2 mois, à laquelle participe la direction des ressources humaines, la direction moyens généraux, direction développement durable évidemment, et puis les référents techniques de nos filiales immobilières, et un réseau de référents qui sont vraiment très actifs et qui sont dans toutes les filiales immobilières des relais qui nous font remonter les bonnes pratiques, mais également les difficultés à mettre en œuvre le plan. Donc ce réseau qui nous permet d'avoir une vision très concrète, une remontée des territoires, et puis de piloter au plus juste. Et puis peut-être juste 3 mots de conclusion. Je voulais juste vous rappeler le fait que les seniors ont des pratiques inspirantes, donc peut-être se souvenir de ça ou s'inspirer de ces sujets. La deuxième conviction que j'ai, c'est qu'il ne faut pas opposer planète et pouvoir d'achat, et je pense que c'est très conciliable, et le plan qu'on a mis en place en fait la démonstration. Donc
pas opposer le social et l'environnemental. Je pense qu'il y a tout à fait des voies de concilier les deux sujets. Et puis, je voudrais finir en empruntant une citation à Jean-Marc Jancovici, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et vous êtes tous aussi convaincus que moi, je l'imagine, dans la salle sur ce sujet-là. Et je laisse la parole à Margot pour la conclusion. Merci beaucoup, merci à tous pour vos interventions. Je pense qu'il dresse un bon tableau du pilier que représente la sobriété énergétique pour atteindre la neutralité carbone, pour réduire nos consommations d'énergie, comment on peut aller plus loin et pérenniser ces actions. Donc on a parlé de beaucoup d'enjeux comme avoir des référents et des relais auprès des ménages pour un peu prêcher la bonne parole, avoir des ordres de grandeur et communiquer sur ces ordres de grandeur et poursuivre les campagnes de communication qui ont déjà pu être mises en œuvre. Merci à tous. Je pense qu'on a peut-être un temps pour une question, s'il y en a. Oui. Oui, merci. Comment vous avez financé ou comment vous projetez de financer la réhabilitation du parc d'Action Logement, justement pour voilà. J'ai plus de micro. C'est une très bonne question. C'est coûteux, effectivement. La réhabilitation, c'est des investissements importants. Et donc, on travaille sur différents financements. Et là, pour ne rien vous cacher, puisque c'est quand même des surcoûts importants, on lance un travail de sourcing des financements européens pour certaines opérations. Parce que comme on voulait partager, le fait de porter des opérations très innovantes, c'est aussi un surcoût. Parce qu'on entraîne le secteur, mais il y a des coûts pour les opérations les plus innovantes. Et pour l'ensemble du parc, comme tous les bailleurs, ils provisionnent pour les réhabilitations. Merci beaucoup.